Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Madame la Présidente de la Commission spéciale, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Ce projet de loi, le quatrième depuis 1994, a concerné le domaine de la bioéthique, nous interpelle tous, au-delà de nos opinions politiques, car nous touchons à l'intime, à nos convictions profondes sur des domaines aussi essentiels que l'accès à la vie, à la filiation ou l'identité de genre. Depuis 1994, la France a fait le choix de confier la définition des règles en matière de bioéthique à la représentation nationale. Et comme l'ont dit les intervenants précédents et comme on le voit, ce débat est délicat, car le parlementaire doit à la fois concilier des impératifs souvent contradictoires et surtout trancher. Il nous faut faire fi de nos certitudes, nous abstraire des conditionnements que notre vie, notre éducation, nos convictions religieuses ou nos origines nous imposent souvent pour appréhender l'intérêt général et prendre en compte les avancées extraordinaires qu'ont réalisées depuis des années chercheurs et médecins et tenter de les encadrer au regard des principes fondamentaux qui régissent notre société. Et je dois dire que je peux tout à fait comprendre que nos collègues expriment parfois avec beaucoup de passion des opinions tout à fait contradictoires entre elles sur ces sujets-là, parce que justement, c'est un domaine où on réfléchit en conscience. Ceci dit, ce que nous avons, nous, me semble-t-il, aujourd'hui à constater, c'est que des progrès ont été accomplis sur le terrain juridique, que sur le terrain démocratique, il y a eu une concertation et un débat public extrêmement large, avec une consultation de tous les organismes importants, Conseil d'État ou société civile, et que par conséquent, aujourd'hui, après un très large débat sociétal, il nous appartient de trancher, loin des pressions et des conceptions personnelles des uns et des autres. Nous, en tant que législateurs, nous avons comme mission de rechercher l'intérêt général, et c'est important face à des progrès scientifiques qui peuvent permettre parfois des avancées ou des innovations presque effrayantes. Les fabrications de chimères et d'autres monstres sont à notre portée. Donc il nous faut répondre à la fois à ces développements exponentiels de la science, mais aussi aux demandes nouvelles, aux débats inédits liés à ces progrès de la science qui surgissent dans nos sociétés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un certain nombre de personnes ont envie de procréer, alors qu'autrefois, peut-être que la nature ne leur aurait pas permis de le faire. Mais ce désir est-il illégitime? Non. Je pense que si nous avons le moyen d'y répondre, eh bien, il faut le faire. Il faut simplement que nous arrivions à encadrer ces attentes légitimes et ces possibilités nouvelles en tenant compte des valeurs fondamentales de notre société et en tenant compte surtout de l'intérêt des enfants. Nous devons dire que ce texte sur la PMA se situe dans la logique des discussions qui ont eu lieu précédemment dans le quinquennat précédent sur la question du mariage pour tous. Et ça a été une manière d'ouvrir la porte à ces possibilités nouvelles. Donc, sur le principe de nouveaux droits conférés aux couples de femmes et aux femmes seules, bien sûr, comme l'a dit Valérie Rabault, notre groupe est tout à fait d'accord, puisque c'est une idée que nous portons depuis longtemps. Et certains disent, mais c'est une manière de faire naître des enfants sans référence paternelle. Et ces enfants-là ne vont pas aller bien. Mais il faut quand même rappeler que précédemment, beaucoup de femmes seules ont dû affronter le fait d'élever seul un enfant parce que le père s'est esquivé. Et heureusement, quand ces enfants ont été élevés avec amour, eh bien, on est parvenu à ce que ces enfants se portent très bien. Et par conséquent, aujourd'hui, ce qui peut-être va changer et qui explique peut-être un peu les réticences de certains, c'est qu'avant, c'était une situation subie. Et là, c'est une situation que les femmes vont organiser elles-mêmes, loin des malédictions qui les avaient frappées durant des siècles. Et c'est vrai, c'est une chose nouvelle, mais après tout, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense que ce serait plutôt une manière de terminer la maîtrise de la femme sur son corps, et ça me semble être une chose tout à fait positive. Alors, il nous faut, dans ce texte, arriver à avancer en gommant un certain nombre de restes de discrimination en raison de l'orientation sexuelle. Et par exemple, c'est une bonne chose qu'on ait renoncé
qu'on renonce à l'évaluation psychologique complémentaire pour les femmes seules qui était d'abord prévue. Et c'est une bonne chose aussi que pour le mode d'établissement de la filiation, eh bien, on arrive à aller le plus près possible de ce qui existe dans le droit commun pour les autres couples. D'autres sujets nous posent des interrogations redoutables, comme l'assistance médicale à la procréation post-mortem. Le législateur a toujours refusé de l'autoriser, car il est vrai que pour l'enfant ainsi conçu, il peut y avoir un contexte psychologique qui soit assez lourd. Mais aujourd'hui, si on va dans la logique du texte, dans la mesure où la PMA est étendue aux femmes seules, je ne vois pas comment on peut garder l'argument qui consiste à dire qu'on ne va pas autoriser la suite d'un projet parental qui était formé par un couple lorsque la femme se retrouve seule. Par ailleurs, pour ce qui concerne le principe de lever l'anonymat dans le cadre de la relation entre donneur et receveur, là encore, c'est vrai qu'on se pose la question de savoir comment les donneurs vont réagir en voyant leur identité révélée à l'enfant. Mais en même temps, nous avons aussi, dans les textes internationaux que nous avons signés, et notamment dans la Convention européenne des droits de l'homme, nous avons le fait que l'enfant a le droit de connaître son origine. C'est un droit fondamental nécessaire à son équilibre et à la préservation de sa future personnalité. Donc il me semble qu'effectivement, on ne peut pas continuer à priver un certain nombre de personnes dans notre pays de leur origine, de leur identité et surtout des antécédents médicaux qui peuvent avoir des conséquences dramatiques sur leur santé et leur vie. Donc, ce texte va dans la bonne direction. Sur la question du don croisé, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir des cas où on a un receveur dans sa famille qui est dans une ville et ça ne peut pas matcher avec lui. Donc, le fait d'autoriser sous le contrôle de l'Agence de la biomédecine, qu'il y ait davantage de possibilités de dons croisés et qu'on puisse les faire entre des paires de donneurs qui soient multiples. Je pense que là encore, puisque nous travaillons toujours après avis de l'Agence de la biomédecine, il me semble que là encore, cette avancée peut être positive. Nous ne pouvons pas esquiver non plus un débat qui a été assez tendu au sein de la commission et qui était le fait de savoir si on pouvait faire ce diagnostic préimplantatoire pour éviter d'implanter des embryons qui soient porteurs d'anomalies susceptibles de favoriser les fausses couches. C'est vrai que la loi de bioéthique existante autorise la pratique du diagnostic préimplantatoire simplement dans le but d'éviter la transmission d'une maladie génétique ou chromosomique reconnue. Cette pratique, actuellement, est bien encadrée et n'a pas entraîné de dérive. Il nous semble donc possible d'autoriser ce diagnostic sur un certain nombre de cellules qui ne possèdent pas le nombre normal de chromosomes, en faisant attention évidemment à bien en encadrer les conditions. Il me semble, je sais que bien entendu cette possibilité peut être considérée comme ouvrant la voie à une forme d'eugénisme, mais je ne vois pas très bien comment il peut être raisonnable de pratiquer une implantation, puisque c'est quand même une intervention délicate pour une femme. On fait cette implantation et quelques semaines après, on va autoriser la même femme à subir une interruption médicale de grossesse parce que l'embryon se sera avéré être porteur d'un certain nombre d'anomalies. Donc, je pense qu'il faut franchir le pas et aller jusqu'à la possibilité de ne pas implanter des embryons dont on sait qu'ils ne sont pas viables et qui donneront lieu à une fausse couche. Enfin, il y a eu aussi cette question de la recherche sur l'embryon à distinguer de celle sur les cellules souches embryonnaires. Aujourd'hui, le fait que les chercheurs doivent simplement déclarer leur protocole et ne pas demander des autorisations qui étaient assez lourdes à l'Agence de biomédecine, il me semble que c'est bien de faciliter ces recherches qui sont un véritable enjeu scientifique et médical pour les années à venir. Mais là encore, on voit bien qu'il faut que tout ça soit encadré très très précisément si on ne veut pas que des savants un peu particuliers ou un peu fous nous recréent des golems. Enfin, on a parlé aussi des questions de fertilité et ce débat a eu l'intérêt de démontrer la nécessité d'informer les jeunes gens
sur cette question de la fertilité. C'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, les femmes souvent sont prises par le fait de créer une profession et elles sont fertiles plus tard. Par conséquent, il faut, au sein de l'éducation nationale, qu'on puisse prendre ses responsabilités là-dessus. Autrement dit, ces débats sont effectivement des débats tout à fait essentiels et passionnants et difficiles. Mais il est clair que notre société a besoin d'une déontologie adaptée à son temps et adaptée au mouvement continu de la recherche et de la science. Il nous faut accompagner socialement et politiquement des droits nouveaux permettant d'utiliser au mieux les avancées thérapeutiques et médicales actuelles dans l'intérêt de tous. Mais il nous faut aussi faire attention à ne pas laisser la porte ouverte aux innovations débridées qui puissent attenter à la dignité des êtres humains, voire même à leur qualité d'êtres humains. Et il me semble qu'aujourd'hui, dans ce texte, on arrive à peu près, pour l'essentiel, à respecter cette ligne de crête qui est indispensable. Et je pense que nos débats nous permettront peut-être d'avancer pour améliorer le texte, mais en l'état, il me semble que c'est un texte qui est intéressant et donc sur lequel que nous abordons positivement.